96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Merci Gildas Adjakoto, merci madame, merci monsieur, vous tous qui nous écoutez, nous recevez 5 sur 5 chez vous. Vous êtes bien évidemment sur la 96.3 Victoire FM. C'était donc le 23 décembre 2020 que le gouvernement en Conseil des ministres avait pris l'initiative de pouvoir regrouper les partis politiques ayant répondu ou bien rempli les conditions devant, ou disons, ayant pris part plutôt aux élections, soit aux élections législatives de 2018, aux municipales de 2019 ou à la présidentielle de 2020, de pouvoir prendre part au cadre de discussion nommée la concertation nationale entre acteurs politiques. Et les travaux ont démarré, à proprement parler, le 19 janvier 2021 pour finir ou prendre fin plutôt le 13 juillet dernier. Au total, 21 partis avaient été invités ou disons qui ont rempli les conditions, mais ce ne sont que 17 qui ont pris part aux travaux de bout en bout jusqu'à la fin, et ce n'est qu'à la veille que un seul parti a quitté donc ou suspendu sa participation, surtout au relevé de conclusion des discussions. Maintenant, la CENAP, le compte rendu des travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques CENAP a été remis à tous les partis prenants, ou disons à tous les partis ayant pris part donc à ces discussions. C'était avant-hier. Que contient le document exactement? Hier, nous avions reçu ici, sur cette antenne, le représentant de l'Union des forces de changement, qui est un parti parlementaire. Aujourd'hui, nous donnons la parole au parti extra-parlementaire. Et celui qui est là, ici avec nous ce matin, c'est le délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo, M. Antoine Folly. Encore une fois, monsieur le délégué général, bonjour. Encore une fois, bonjour Joachim. La CENAP, oui. Pourquoi a-t-il fallu créer ce cadre de discussion, M. Antoine Folly? Bien, alors, il est de tradition, maintenant, on peut le dire, qu'avant l'organisation de chaque élection, le gouvernement consulte les partis politiques pour recueillir leurs préoccupations. Donc, je crois que ça devait être le 19 décembre, le ministre de l'administration territoriale a lancé un appel à tous les partis qui répondent, qui ont participé à l'une au moins des 3 dernières élections, locales, législatives, locales et présidentielles, pour recueillir leurs observations, leurs préoccupations concernant l'organisation des prochaines élections régionales. Oui. Alors, à cette réunion, à la quasi-unanimité, tous les partis ont dit que le problème togolais n'est pas que électoral et que on ne peut pas se réunir pour discuter uniquement d'organisation des élections régionales. Et que même sur le cadre électoral, il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup d'insuffisances, beaucoup de carences, et qu'il faut tout remettre à plat pour et aller au-delà des élections régionales, mettre à plat tout le cadre électoral pour voir ce qui ne fonctionne pas et voir comment y remédier. À cette même réunion, les partis ont également fait valoir que le problème togolais n'est pas que électoral et que notre pays est confronté à un certain nombre de défis. La pandémie du Covid est un défi. Vous voyez aujourd'hui, depuis un mois et demi, il y a une flambée inquiétante des cas de contamination. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Oui. Vous en avez discuté? On va y venir. Il n'y a pas que ce cas. Nous avons de grands défis socio-économiques. Sur le plan économique, nous avons des problèmes, de graves problèmes sociaux, le problème du chômage, la vie chère, la vie chère, les problèmes fonciers. Est-ce que vous en avez débattu aussi? On va y venir également. D'accord.
les problèmes fonciers, les problèmes de la jeunesse. Les jeunes Togolais aujourd'hui sont confrontés à un chômage qui est devenu endémique, qui est devenu plus grave que le Covid. Hein. Et la volonté le souhait de chaque Togolais, de chaque jeune Togolais aujourd'hui, est de quitter le pays. Donc, voilà tout un tas de problèmes. Une panoplie de sujets. Voilà. Mais est-ce que c'est à la rencontre que vous avez découvert ces sujets ou tout cela vous avez été notifié avant d'aller à la rencontre? Non, à la rencontre, ce que je disais tout à l'heure, la rencontre, initialement, devait être consacrée uniquement à la préparation des élections régionales. Et nous avons fait comprendre au ministre de l'Administration territoriale que le problème du Togo va au-delà des élections régionales et qu'il faut une concertation nationale entre les acteurs politiques et le gouvernement pour mettre sur la table tous les problèmes qui minent le développement. A-t-il marqué son accord? Alors, donc, lui, il a eu, alors, honnêtement, il nous a dit que le mandat qu'il a reçu du gouvernement était de parler des élections régionales et a demandé qu'on lui laisse le temps de retourner au Conseil des ministres pour faire le compte rendu et présenter les souhaits des partis politiques d'aller au-delà des élections régionales pour poser tous les problèmes qui minent le développement de notre pays. Et donc, c'est au Conseil des ministres du 23 décembre que le gouvernement a donné son accord pour qu'on aborde tous les sujets qui pourraient concourir au bon fonctionnement du pays, non seulement sur le plan électoral, mais aussi sur tous les autres plans. Voilà comment les choses... Donc, c'est le gouvernement qui a initié la concertation. Donc, c'est une initiative du gouvernement et non une exigence de l'opposition. Non, mais c'est le gouvernement qui a invité les partis politiques, comme je vous l'ai dit initialement, pour parler d'élections régionales. Et les partis politiques ont demandé que la concertation ne concerne pas que les élections régionales, mais concerne tout le cadre électoral, mais aussi tous les autres problèmes socio-économiques, les problèmes de gouvernance, les problèmes de décrispation de la vie politique nationale, etc. etc. Donc, mais quel était... Et là, le gouvernement a marqué son accord pour que... Sinon, s'il fallait discuter uniquement des élections régionales, on n'aurait pas eu à passer 6 mois de négociations. Oui, mais quelle était l'urgence dans la mesure où, au moment où vous entamiez cette discussion, il y avait vos camarades ou vos collègues de la dynamique, Monseigneur Bodro, qui parlaient de contentieux électoral et selon eux, c'est une manière pour le gouvernement d'esquiver ces réclamations. Non, absolument pas, parce que à la rencontre de décembre, nous avions dit que, et ça je crois que tous les partis l'ont exprimé, qu'il n'y aurait pas de sujet tabou. Donc, même si nos amis de la DMK avaient pris part à la concertation, rien ne leur interdisait, il n'y avait aucun obstacle à ce que leurs préoccupations concernant la dernière élection présidentielle soient évoquées. Voilà, donc nous avions dit, et ça c'est une phrase que j'ai marquée à la rencontre du 23, qu'il n'y aurait pas de sujet tabou. Donc on pouvait aborder tous les sujets, y compris celle de l'élection présidentielle, de la dernière élection présidentielle, si nos amis de la DMK avaient pris part à cette... et voilà, qui n'ont pas pu prendre part à cela, et cela n'a jamais été évoqué. Voilà, peut-être qu'ils auraient voulu peut-être une discussion en parallèle avec comme on dit, face-to-face, avec le régime consacré uniquement à cette question de l'élection présidentielle. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc, le cadre était initié par le gouvernement. Ouais. Et nous remarquons ici qu'en dehors du parti UNIR, il y avait l'UFC, le NET, l'ANC, le PDP, les FDR, le MRC, l'ADI, l'UDS Togo, votre parti, le CAR,
le MCD, le PDR, la CPP, clé bloc alternatif togolais pour innovation républicaine, bâtir, santé du peuple, MPDD, le NI, voilà, bon, en dehors de ces 4 qui sont en bas, tous ces partis que je viens de citer ont pris part aux discussions, sauf le CAR qui, entre-temps, avait claqué la porte. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez pris part à ces réunions, à ces discussions qui concernent des grands sujets relatifs à la vie de la nation? Comment est-ce que vous vous étiez organisé avant d'aller donc à ces discussions, M. Antoine Folly? Non, comment nous étions organisés au niveau des partis politiques? Oui, de l'opposition. Ah, de l'opposition, bon, je comprends mieux. Non, vous savez, nous, notre souhait aurait été que l'opposition, ou tout au moins la partie de l'opposition qui s'était retrouvée au niveau de la C14, notre souhait aurait été que cette frange de l'opposition se soit retrouvée pour parler d'une seule voix. Justement. Voilà, à cette concertation. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu seulement 3 partis, l'UDS, le PSR, les FDR, qui ont accepté de se mettre ensemble pour préparer une plateforme commune. Et tout au long de cette discussion, ces 3 partis ont parlé d'une même voix. Parlé d'une seule voix, même que pratiquement, on a parlé d'une seule et même voix. Tout au long des discussions, il est à 95% des cas, c'est un seul des 3 partis qui a parlé au nom des 3 partis. Ah bon? Absolument. PSR, FDR, UDS Togo. Oui. Ah bon? Un seul, oui. Donc, il est arrivé que, par exemple, lorsqu'on devait présenter notre document, notre plateforme, parce que le gouvernement vous avait demandé que chaque parti présente un mémorandum ou, disons, son document. Absolument. C'est-à-dire que chaque donc, à ce niveau, vous ne vous étiez pas concertés tous ensemble? Non, on s'est concertés. Moi, je vous parle de l'UDS, du FDR et du PSR. Les 3 partis se sont concertés et ont présenté un document commun. Nous avons commencé avec un autre parti, nous avons commencé les discussions avec un autre parti, en l'occurrence l'ANC, pour ne pas le citer. Mais ça n'a pas, on n'est pas allé jusqu'au bout. Ça n'a pas abouti? Ça n'a pas abouti, donc on est allé, donc le PSR, UDS et FDR ont présenté leur mémorandum, un mémorandum commun. L'ANC a présenté son mémorandum. Bon, les autres partis, chacun de son côté. Chacun a présenté et chacun est venu défendre. Chacun est venu défendre son mémorandum. Alors, donc, autrement dit, l'opposition était partie à cette étape de discussion en rang dispersé, dans la mesure où chacun voudrait tirer le drap de son côté. Non, sauf le trio que vous avez constitué. Absolument. Non, mais c'est pas que chacun voulait tirer le drap de son côté. Chacun avait ses préoccupations. Parce que pourquoi ne pas les harmoniser tous ensemble afin de parler d'une seule et même voix? Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous l'avons essayé. Bon, mais les faits sont là. Il y a 3 partis qui ont accepté de parler d'une seule et même voix. FDR, UDS, PSR. Voilà. Oui, donc, mais le reste... la DMK n'était pas là. Alors, peut-être on peut sous-entendre que c'est elle qui constituerait la pomme de discorde. Elle n'était pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué? Où est-ce que cela a chopé? Et vous n'avez pas pu vous entendre. Pour au moins définir les points qui sont convergents, les mettre ensemble dans un seul bloc, dans un seul document. Parce que peut-être que nous n'avions pas les mêmes préoccupations, tout simplement. Bon, voilà. Oui, mais vous tous, vous prétendiez aller défendre les intérêts de la nation. Évidemment. Bien sûr. Et au regard de ce spectacle, êtes-vous dans cette logique vraiment? Dans quelle logique? Logique d'aller défendre mon intérêt, l'intérêt de celui qui nous écoute? Non, ce qui est important, c'est que les préoccupations présentées par les partis ne se contredisent pas. Il n'y a pas, par exemple, un parti ou un groupe de partis qui demande une CENI
totalement, enfin l'indépendance. Par exemple, je donne un exemple, une CENI indépendante, et puis un autre qui demande une CENI dépendante. Non. Donc, ce qui est important, c'est que les préoccupations ne se contredisent pas. Et ça a été le cas. Les préoccupations ne se sont pas contredites. Voilà. Et maintenant, quels ont été les grands sujets que vous aviez compilés dans votre mémorandum au niveau des 3 parties? Non, nous avions présenté un mémorandum qui comportait 4 grands points. Il y avait tout ce qui était lié au cadre électoral qu'il fallait remettre à plat. Il y avait la CENI, tous les problèmes liés au processus, à la transparence du processus électoral, etc., etc., la remise à plat du code électoral, etc. Donc, premier grand point, le cadre électoral. Deuxième grand point, les mesures de décrispation et d'apaisement de la vie politique nationale. D'accord. Troisième grand point, les problèmes de gouvernance. Notre pays est confronté depuis toujours à de graves problèmes de gouvernance. Et puis, quatrième point, ce sont les grands défis socio-économiques. Les problèmes socio-économiques du pays? Du pays, bien sûr. Oui, tout à fait. Les problèmes socio-économiques du pays. Voilà les 4 grands points que nous avons présentés dans un document qui faisait à peu près une 20aine de pages. Ah, même volumineux que le document qui est sorti, de la rencontre au bout des 6 mois. Oui, parlant du cadre électoral, vous avez touché tout à l'heure la CENI, etc., etc. Mais les mesures d'apaisement, ça concernait quoi? Non, les mesures d'apaisement concernaient... Et de décrispation. Voilà. Non, c'est tout un ensemble de... Bon, il y avait le problème des... vous savez que nous avons encore des militants qui sont encore en prison. Des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, c'est un terme général. Mais je dis que nous avons des militants qui ont été arrêtés lors des manifestations de 2017-2018 et qui sont encore en prison à l'heure actuelle. Bon, voilà, ça c'est un cas un cas que nous avons inscrit dans la mesure d'appel. Il y a des cas que vous connaissez, le problème des incendies, des personnes qui ont été inculpées dans les incendies de Lomé et de Kara. Et ça faisait partie aussi de la demande de l'ANC. Il y a des personnes qui sont poursuivies, arrêtées ou contraintes à l'exil pour leurs activités politiques. Donc il y a et puis il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent. Ce sont c'est le traitement, ce sont tous les cas de traitement humiliant réservés souvent aux opposants. Aux opposants d'une façon générale. Alors qu'il y a des procédures d'interpellation. Lorsque nous ne demandons pas que les opposants soient au-dessus de la loi. Mais lorsque il y a un problème, il y a des procédures. On peut convoquer la personne devant une juridiction. Mais ce à quoi nous assistons souvent, ce sont des arrestations musclés, comme s'il s'agit de malfrats ou de trafiquants de drogue ou de personnes qui ont assassiné. Donc, ce que nous avons relevé ce cas dans les mesures d'apaisement. Voilà. Les interpellations... Vous l'avez touché, les mesures d'apaisement se retrouvent au point 6 du document qui vous a été remis par le gouvernement. Et ça commence par la proposition numéro 46, qui dit ce qui suit. Personnes inculpées dans les incendies des marchés de Lomé et de Kara. Il est proposé d'accélérer les procédures pour ces personnes inculpées ou l'abandon pur et simple des charges contre ces personnes. Alors, qu'est-ce que cela voudra signifier? Non, vous savez, on a accusé des gens d'être les auteurs des incendies de Lomé et de Kara. Bien. Bon. Je disais tout à l'heure que nul n'est au-dessus de la loi. C'est une infraction. Maintenant,
le gouvernement a accusé des gens, nommément, d'être les auteurs de ces infractions. Soit le gouvernement dispose des preuves crédibles pour étayer ces accusations, et en ce moment-là, qu'ils organisent... Pour accélérer donc la procédure. Voilà, parce que ça fait quand même, je ne sais plus, c'était en 2013. Nous sommes en 2021, donc 8 ans. voilà, ça fait 8 ans maintenant. En 8 ans, si la justice n'est pas capable, la justice de notre pays, ou avec tout ce qui l'entoure, si la justice n'est pas capable de mettre, d'organiser un procès, de boucler l'instruction et aller au procès, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit que et probablement que la justice ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'organiser un vrai procès. Et dans demandez... ce cas-là, nous demandons purement et simplement l'abandon des charges, la levée de toutes les inculpations. Eh bien, bien sûr. Quelle a été la réponse de la partie gouvernementale à cette proposition faite par l'opposition? Non, ce n'est pas l'opposition qui a fait cette proposition. Aujourd'hui, cette proposition émane de la concertation de tous les acteurs. Donc, tout le monde s'est accordé sur cette proposition. Évidemment. Raison pour laquelle... C'est que ça figure, ce qui figure dans ce document, c'est le compromis auquel les acteurs sont parvenus. C'est l'accord auquel les acteurs sont parvenus. Donc, et par rapport aux personnes arrêtées, jugées en marge des manifestations pacifiques, publiques et assimilées, vous avez dit que la grâce présidentielle soit donc accordée à ces personnes. Bien sûr, parce que ces personnes sont déjà jugées et condamnées. Bon, donc, nous demandons que, au regard des faits, normalement, on ne devrait pas condamner des personnes parce qu'elles manifestent. Elles manifestent pour réclamer la démocratie. C'est un non-sens absolu. Bon, mais ça s'est fait que ces personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées. Donc, nous demandons que la grâce présidentielle soit accordée à ces gens-là. Donc, et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que le contenu de ce document, c'est le compromis auquel les acteurs sont parvenus. Ah. Évidemment, relisez bien. Oui. Voilà. J'ai lu, relu et relu. C'est la CNAP, ce n'est pas l'opposition qui demande que les personnes arrêtées soient... c'est pas l'opposition qui demande l'abandon des charges, c'est l'ensemble des acteurs suite aux négociations qui demandent que pour les incendies de Lomé et de Kara, ainsi que les personnes arrêtées, qui demandent ça, qui fait cette proposition. Tout le monde s'est mis d'accord. Absolument. Maintenant, pour le point ou la proposition numéro 50, quand j'ai relu 3 fois au moins le document, vous avez dit au point 50, les points relatifs à la situation socio-économique, à la crise sanitaire, à la gouvernance et à l'extrémisme violent, au litige foncier, seront inscrits à l'agenda du cadre permanent de la concertation. Pourquoi vous avez jeté ces points-là au calendrier grec? Non, on ne les a pas jetés au calendrier grec. Alors que c'est la préoccupation majeure des Togolais aujourd'hui. Le foncier, la situation économique, c'est-à-dire la vie chère, très chère dans le pays. Cela ne vous a pas préoccupé et vous avez dit, il faut plutôt en parler après. Pourquoi? Non, ce n'est pas qu'il faut en parler après. Oui, expliquez-nous alors. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à ces sujets. Nous avons établi un calendrier de travail. Oui. Il y a, et la première partie du calendrier, qui a pris quand même 6 mois, a donné le compromis que vous avez entre vos mains là. Oui. Bon. Mais il n'y a pas que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ces sujets qu'on a inscrits à l'ordre du jour. Bien. Il y a les problèmes socio-économiques. Et cela même fait objet de a été un des sujets proposés par le trio. Entre autres. Bon. Donc, ce que nous avons, ce qui a été fait, c'est que au bout de 6 mois, donc
Allez-y. Donc, au bout de 6 mois, nous avons sorti ces conclusions, mais cela ne veut pas dire que les discussions s'arrêtent. Parce que les autres points concernant les problèmes socio-économiques, la crise sanitaire, etc., la gouvernance, les problèmes l'extrémisme violent au litige foncier. Et vous, il vous souvient que beaucoup de collectivités s'affrontent aujourd'hui par rapport aux problèmes fonciers. Ce sont des problèmes très complexes. Ce sont des problèmes très complexes et nous avons souhaité que ces problèmes soient étudiés dans le cadre d'un CPC. D'un cadre permanent de concertation. Parce que ce pas des problèmes qu'on règle comme ça du jour au lendemain. Voyez? Mais il fallait entamer les discussions en attendant. Oui, mais comme ça, les Togolais se sentiraient que, du moins, leur vécu quotidien ont été pris en compte par ceux-là qui se sont retrouvés entre eux pour discuter. Non, M. Joachim, ce qui est important, c'est que ces problèmes n'ont pas été laissés pour compte. Il y a de la part des acteurs politiques une réelle volonté de prendre en compte ces problèmes qui sont des problèmes sérieux. Qui sont des problèmes sérieux. Est-ce que nous n'avons pas publié notre mémorandum, mais vous verrez dans notre mémorandum un certain nombre de propositions, par exemple la prise en compte des mesures d'insertion, de formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap, les problèmes fonciers, etc., etc. Donc, ce sont des problèmes très sérieux qui demandent du temps. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire de la démagogie. Tu portes à croire comme si ce sont les élections qui vous préoccupent, vous les acteurs politiques. Alors que vous êtes là, au bout des 6 mois, la crise, ce qu'elle a créé, puisque nous étions sortis des fêtes de fin d'année et la flambée en taux de contamination. Vous l'avez vécu tout comme nous, absolument, tout comme tout Togolais. Absolument. Mais vous n'en avez pas parlé à fond. Nous parlons aussi de la situation socio-économique, la vie chère, les augmentations intempestives, ce qui corse la vie, vraiment la situation des Togolais. Ça ne vous a pas préoccupé. L'extrémisme violent au litige foncier, la gouvernance, passons. Mais tout ça, vous avez dit non, on en reparlera parce que c'est complexe et vous êtes attardé durant les 6 mois sur les questions purement politiques. Absolument. Parce qu'il y avait des problèmes politiques. Bien. Il y avait des problèmes socio-économiques. Il y avait également des problèmes d'ordre social. Voilà, socio-économique. Les problèmes sociaux en font partie. Bon, il y avait aussi des problèmes de gouvernance. Bon, donc, nous avons un calendrier. Nous avons commencé par les problèmes politiques. Alors, si nous étions sortis de la concertation en n'évoquant pas du tout les problèmes socio-économiques, vous pouviez nous accuser de nous focaliser uniquement sur les problèmes politiques. Non, nous avons pris... Et ces problèmes socio-économiques, ces problèmes de gouvernance sont tout aussi importants pour nous que les problèmes politiques. Mais il fallait commencer par quelque chose. Donc nous avons commencé par les problèmes politiques avec les conclusions que vous avez ici. C'est la première fois quand même, et je crois qu'il faut le faire remarquer, c'est la première fois qu'au sortir de négociations, de dialogue au Togo, on met en place un cadre permanent de concertation. Et il y a eu le CPDC dans le passé. Non, le CPDC 1, CPDC 2. Le CPDC, ça c'était pour... Non, là, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que le CPDC, c'est qu'on avait pris un certain nombre de mesures, enfin, on avait exprimé un certain nombre d'engagements ou des volontés globales. Dans le prolongement de l'APG. Et les CPDC, ils devaient... Oui, bien sûr, justement. L'APG, si vous le relisez, ce sont des points globaux. Il n'y a pas eu de détails. Et le CPDC était chargé de détailler, d'étudier dans le détail les mesures relevant de chaque point. Venons maintenant à la question politique, c'est-à-dire le cadre électoral. C'est le grand point, en tout cas c'est le point numéro 1, grand 1. Vous avez touché le code électoral,
et le type de CENI. Par rapport au type de CENI, c'est la CENI politique qui est proposée. Pourquoi une CENI politique et non une CENI technique? Oui, on a évoqué le problème. Et je crois que tous, je dirais à la quasi-unanimité, on a été d'accord qu'il faut évoluer vers une CENI technique. Voilà. On ne l'a peut-être pas mis dans le document, mais la volonté a été exprimée et tout le monde s'est mis d'accord, enfin on s'est tous mis d'accord qu'à terme, il faut évoluer vers une CENI technique. Mais on n'avait pas le temps matériel d'aller au fond, parce que une CENI technique, ça veut dire qu'il faut étudier les modalités de mise en place, les modalités de désignation des personnes. Vous savez, nous sommes au Togo. Donc, une petite chose comme ça, ça peut prendre 3 ans de discussion. Donc, nous sommes mis d'accord pour continuer dans le cadre d'une CENI politique en laissant le soin au cadre permanent de concertation, de revenir sur le sujet et voir comment nous pouvions évoluer vers une CENI technique. Et cette CENI politique sera composée de la façon suivante. Majorité parlementaire, 7. Opposition, 7 membres répartis comme suit. Ce que le document dit, c'est ce que je lis in extenso. 4 membres opposition parlementaire et 3 membres opposition extra-parlementaire. Voilà que vous n'avez pas parlé d'une seule et même voix au sein de la CENAP. Alors, comment est-ce que les 3 membres de l'opposition parlementaire seront déterminés ou désignés? Pas seulement les 3 membres de l'opposition parlementaire, mais tous les membres. Tous les membres de la CENI, nous nous sommes mis d'accord pour que tous les membres de la CENI soient élus par l'Assemblée nationale. Soit élu par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc, c'est la nouveauté. Ou bien, c'est ça qui se fait de par le passé? Non. Par le passé, c'était uniquement les représentants de l'opposition, des partis extra-parlementaires et de la société civile qui envoient seulement les noms. Non, qui étaient élus. Non. Ceux qui envoyaient les noms, c'est la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire. Bon. Les représentants des partis extra-parlementaires et de la société civile étaient élus par l'Assemblée nationale. Le représentant de l'administration était nommé par le ministère de l'administration territoriale. Donc cette fois-ci, tous les représentants, tous les membres de la CENI seront élus par l'Assemblée nationale. Ah. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais au regard de la configuration, je vois, tous les membres de la CENI sont élus par l'Assemblée nationale. Et ont tous voix délibérative, sauf le représentant de l'administration. Non. Lui aussi, il aura voix délibérative maintenant. Alors, je dois vous avouer que ce point est une pomme de discorde entre nous, l'opposition et le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir. Donc, c'est une réserve que nous avons portée et qui continuera de faire l'objet de discussions au sein du cadre permanent de concertation. Et pourquoi avez-vous limité le mandat à 1 an pour les membres de la CENI? Sinon, c'est le point 3. Oui, de toute façon, on n'a pas... Est-ce qu'aujourd'hui, somme toute, le document présenté, s'agit-il d'une avancée pour l'ensemble des citoyens togolais? Ou carrément tout ce qui est fait là, c'est comme si c'est le remake? Autrement dit, un recul pour le pays? Non, vous savez, ce qui a été fait pendant les 6 mois là, et je crois que vous, les hommes des médias, vous allez nous y aider. Nous n'avons pas la prétention de dire que ce qui a été, les propositions que nous faisons répondent à 100% à nos souhaits. Oui. Non, mais c'est une négociation. Nous sommes allés à des négociations. Dans une négociation, il est rare que l'on obtienne tout ce qu'on veut. Oui. Donc, dans la négociation, on aboutit généralement à un compromis. Et dans un compromis, chacun fait un pas en direction de l'autre. Ce qu'on obtient ne satisfait pas à 100%, jamais à 100%,
les deux parties. Bon. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé là, ce sont des compromis. Bien. Alors, maintenant, moi, je voudrais en appeler à la conscience individuelle de chaque Togolais. Aidez-nous à présenter ces conclusions aux Togolais pour leur permettre de juger en leur âme et conscience et de répondre à la question que vous posez, pour savoir si ces propositions, si elles sont mises en œuvre, il y a ainsi, si elles sont mises en œuvre, constituent... Là, vous mettez le si, donc il y a doute. Non, ce n'est pas qu'il y a doute. Oui. Non, c'est pas qu'il y a doute. Là, en quoi ça engage donc le gouvernement, ce document? En quoi il engage le gouvernement? Puisque dans le passé, il y a eu des dialogues avec de mirobolants, de très jolies propositions et recommandations. Mais tout était oublié dans les placards. Alors, en quoi ça engage finalement le gouvernement? Alors, la différence par rapport à ce qui se faisait avant, c'est que vous avez remarqué que la publication de ce document a pris du retard, enfin, a pris du temps. A pris du temps. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'historique, c'est le gouvernement qui a initié la concertation entre les acteurs. Parce que le gouvernement aurait pu tout seul dire, voilà, moi, au vu des expériences, de ce qui s'est passé, voilà, nous prenons telle décision pour l'amélioration du code électoral, etc. Non. Ils ont demandé aux acteurs politiques de discuter entre eux pour parvenir à un accord, à des compromis. Ce compromis a été soumis au gouvernement, qui en a pris acte. Non, le document a été soumis au gouvernement. Évidemment, avant sa publication, c'est ce qui est normal, puisque c'est le gouvernement qui a initié le cadre, il est normal que, une fois les travaux terminés, que les conclusions soient présentées, que la primeur du document soit présentée au gouvernement. Bon, maintenant, parce que si le gouvernement n'était pas d'accord avec le contenu ou certains contenus, puisque c'est le gouvernement qui... Ils allaient vous convoquer à nouveau ou comment? Non, le gouvernement le dirait. Il dirait, voilà, sur tel point, je ne suis pas d'accord. Voilà, et en ce moment-là, on pourrait se réunir à nouveau pour voir comment... Donc, dès lors que le gouvernement n'a pas fait d'observation, ça l'engage pieds et mains? Non, mais attendez. Attendez. Les acteurs ont fait des propositions. Ces propositions ont été soumises au gouvernement, qui en a pris acte, qui a dit, j'ai pris acte des propositions du gouvernement. N'oubliez pas que parmi les acteurs qui ont fait cette proposition, il y a le parti au pouvoir. Voilà, il y a le parti au pouvoir. Donc, un membre et également un membre du gouvernement. Évidemment. Donc, maintenant, nous avons fait les propositions, le gouvernement les a regardées, n'a pas émis d'objection, et c'est après cela, et aussi après, s'est assuré que les dispositions ne sont pas contraires, certaines dispositions ne violent pas la Constitution, que le document a été publié. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, pour répondre précisément à votre question, c'est que les propositions que nous avons faites, ce sont des compromis. Je ne dis pas que ça répond à 100% à nos préoccupations, mais il faut savoir d'où on est parti. Si nous avons trouvé nécessaire de remettre à plat le cadre électoral, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le cadre électoral. Donc, je considère que les propositions que nous faisons ici apportent des réponses à certaines préoccupations, à certaines insuffisances, à certaines incohérences du code électoral et constituent donc une avancée. Mais ça, c'est ce que je dis. Maintenant, il faut que vous nous aidiez à ce que chaque Togolais prenne connaissance de ces propositions et réponde lui aussi en son âme et conscience. Parce que nous, je ne vais pas paraphraser déjà, mais nous, c'est vous. Non, nous, c'est les Togolais. Moi, je dis aux Togolais, nous, c'est vous. C'est-à-dire que nous, c'est vous. Nous n'existons pas en dehors de... Nous n'existons que par leur volonté. Nous n'existons que par eux. Donc, nous, c'est vous, les Togolais. Donc, c'est aux Togolais d'apprécier
Si nous continuons, si Donc, c'est un... à vous écouter, c'est-à-dire que ce document tel que le gouvernement n'a pas, dans la mesure où le gouvernement n'a pas fait des observations, etc., ça peut passer au niveau de l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Non. Ce n'est pas le document qui ira à l'Assemblée nationale. Oui. Parce qu'il y a une partie qui concerne la Constitution, une partie qui concerne le code électoral. Alors, le document tel qu'il est aujourd'hui est transmis au gouvernement et le gouvernement a donné des instructions aux ministres concernés pour préparer les textes de loi, qui vont traduire dans la loi ces propositions. Parce que ça reste des propositions. Maintenant, il faut que le gouvernement mette en place des projets de loi pour modifier le code, le code électoral, mettre en place un projet de loi pour modifier la Constitution, pour modifier la loi sur les manifestations, etc. Donc ce n'est pas une bataille de gagner pour vous. Mais absolument pas. Ce n'est pas encore gagné parce que ça, ce que nous avons fait là, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est cette étape qui va marquer, qui va démontrer la bonne foi du gouvernement lorsqu'il a initié cette concertation. Maintenant, la concertation a fait des propositions. Il appartient au gouvernement de traduire ces propositions en projet de loi. Et une fois les projets de loi initiés par le gouvernement, il reviendra à l'Assemblée nationale de les voter. De les voter. Et qui fut représenté aussi au niveau de la Sénat. Or, le président du groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée est l'un des coprésidents de la CNAB. Donc, ces propositions, moi, je dis en toute bonne foi. Je dis, nous avons fait ces propositions de bonne foi. Maintenant, il faut que chacun fasse la preuve de sa bonne foi. Que le gouvernement fasse la preuve de sa bonne foi et que l'Assemblée nationale fasse aussi la preuve de sa bonne foi. Mais avez-vous défini un chronogramme pour tout ça? Non, nous n'avons pas défini de chronogramme. Nous avons transmis au gouvernement. C'est au gouvernement de donc, aucun moratoire, rien. Attendez. Oui, allez-y. C'est au gouvernement de... les acteurs politiques ne vont pas fixer un chronogramme au gouvernement. Ce serait un vœu à émettre. Nous souhaiterions que dans 3 mois, dans 1 an, dans je ne sais combien de temps, que le gouvernement puisse traduire dans les tests du pays. Les choses ne se passent pas comme ça. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui a sa méthode de travail, qui a son agenda, qui a ses procédures. Donc, et nous, les acteurs politiques, nous émettons des propositions. Le gouvernement, et je suis... si je m'en tiens à l'ambiance qui a prévalu pendant la concertation, et croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile. On n'est pas allé là-bas pour boire du champagne, non. Les discussions ont été très difficiles. Parfois même, on a été au bord de la rupture. Je vous le dis, on a été au bord de la rupture, mais ce qui nous a sauvés, c'est que de part et d'autre, il a existé cette volonté de parvenir à un compromis. Voilà, c'est ce qui nous a permis. Donc, vous restez optimiste? Alors, je reste optimiste. Je reste optimiste et j'espère que le gouvernement prendra la mesure de l'importance de ces propositions et fera maintenant... en tout cas, la CVJ a fait ses travaux. On sait la suite donnée donc aux recommandations. Il y avait l'APG, bien avant ça, beaucoup de dialogues. Oui, mais vous avez dit, il y a une particularité par rapport à cette concertation, vivement que cela soit traduit dans les faits. Mais quel profit je pourrais dire, l'opposition peut tirer donc de ces travaux que vous avez pu faire? C'est-à-dire, comment l'opposition doit-elle tirer le meilleur profit de ces travaux? Non, vous savez, et pendant ce temps, 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Donc, je disais tout à l'heure que le gouvernement doit jouer sa partition en traduisant dans les textes de loi les propositions qui ont été faites. Maintenant, cela dit, il ne faut pas croire que la victoire de l'opposition ou l'alternance, la victoire aux élections dépend uniquement du code électoral.
moi, je dis même que la victoire des forces démocratiques aux élections dépend à 20% du cadre électoral, du code électoral, et à 80% de notre propre organisation, de notre stratégie. Ah. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui pourrait vous permettre de tirer le meilleur profit de tout ça. Une seconde. Juste, voilà. Le code électoral interdit, par exemple, la fraude électorale. Le code électoral l'interdit. Bon, maintenant, pour qu'il n'y ait pas de fraude électorale, ce n'est pas parce que le code électoral sera bon ou mauvais qu'on empêchera la fraude. On empêchera la fraude électorale parce que nous serions nous-mêmes organisés. Et le plus souvent, vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote. Et on verra bien. Pour empêcher la fraude électorale. D'accord. Donc, alors là, permettez que Pelé vous pose la question. Pelé, nous n'allons recevoir que deux intervenants. Allô? Oui, allô. Bonjour Pelé. Bonjour. Oui. Oui, moi délégué, bonjour. Bonjour Pelé, comment ça va? Oh, très bien. Bon, je pense que tous ceux qui sont partis à la Sénat cherchaient toujours le bien du pays, c'est ça? Oui, je pense que monsieur Antoine Foli, cette fois-ci, espère que le FPT est parti faire du stage à quelque part pour nous produire du bien et qu'on va espérer ce qui va se passer dans ce pays. Monsieur Antoine Foli, avec votre foi, conscience, et que vous savez que toutes les élections qui se sont passées, surtout je vais vous dire, à la conférence nationale, vous avez fait 1 mois et demi ou 2 mois pour nous sortir de bonnes choses. Aujourd'hui, vous êtes partis faire 6 mois pour nous produire quelque chose. Et tous ceux qui sont partis là-bas, et vous êtes venus nous produire quelque chose, sans parler de la vie chère, vous êtes méchants. Merci. Bonne journée. Bozambo? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour, Bozambo. Je remercie notre professeur. Nous sommes au Togo, nous sommes tous affamés. Et je voudrais dire quelque chose, vous et M. Fabre, qui ont incité le dialogue là. Mais en sortant, vous ne direz rien aux Togolais, au peuple togolais. Ce que le peuple togolais est en train de demander, vous ne pouvez pas aller pour réclamer. Ce que vous avez réclamé, nous les Togolais, on a réclamé Madame Awanana, tous les partis, tous les acteurs, ils ont fait, le gouvernement a refusé. Ce que vous allez faire, il faut dialoguer, toutes les oppositions soient unies et dit, M. Fab, ce qu'il est en train de dire contre Bianca, ils n'ont qu'à cesser. Oui, non. Monsieur Bozambo, vous déplacez le débat. Nous parlons bien sûr du contenu du document. Ce n'est pas affaire DMK et ANC. Ce n'est pas de ce sujet que nous parlons ce matin. Alors, monsieur Antoine Foli, vous avez écouté Pelé qui disait tout à l'heure que vous avez été méchant de n'avoir pas parlé dans des sujets concernant la vie chère, la cherté de la vie. Non, moi, je comprends la préoccupation de monsieur Pelé. Parce que, comme on dit, c'est celui qui a la plaie, qui porte la plaie, qui ressent la douleur. Et nous sommes tous confrontés à la vie chère. Il n'y a pas que le Togo. Hier, par exemple, il y a eu une grande manifestation à Accra. Je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Sur la vie chère. Le problème... En Guinée, ça grogne également. Voilà. Ça gronde plutôt. Le problème du Togo, c'est que dans d'autres pays, il y a le phénomène de la vie chère, mais il y a des mesures qui permettent, des mesures prises par le gouvernement, qui permettent d'amortir un peu le choc, qui permettent aux gens d'arriver à s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'au Togo, les gens ont l'impression qu'on ne fait rien pour eux. Et ça, je comprends, parce que je le vis aussi, comme toi, comme tout le monde. Nous le vivons tous. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que c'est des problèmes très complexes parce que... qui seront débattus au sein du CPC. Du CPC parce que les partis politiques, par exemple, nous de l'opposition, nous ne sommes pas au pouvoir. Voilà. Nous ne pouvons que faire des propositions. Mais pour faire des propositions, il faut appréhender le problème dans toutes ses dimensions. Voilà. Et c'est que vous pouvez lui dire. Mais l'autre point qui est très important ici dans le document et que j'ai pu relever, c'est que vous avez dit au point 28, assistance publique des médias publics et privés.
pour permettre aux médias publics et privés de remplir correctement leurs tâches durant les élections, il est proposé que l'État puisse accorder votre conclusion et nous bouclons. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces propositions restent des propositions, même si elles sont mises en œuvre à 100%, 200%, 300%, cela ne nous permettrait de parvenir à l'alternance que si les forces démocratiques, l'opposition, abordent la question des élections dans le cadre d'une unicité d'action complète et de solidarité. Ce n'est que comme ça que nous allons sortir le Togo les Togolais de leur souffrance. Donc, et permettre à l'opposition de parvenir au pouvoir dans le cadre d'une démocratie apaisée. Merci voilà. Et beaucoup. c'est très, 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 très important. L'unicité d'action dans la solidarité au profit des Togolais. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Foley, d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, Madame, Monsieur, merci à vous tous de nous avoir reçus. C'est fini pour aujourd'hui et très bonne journée à toutes et à tous.